Et si le secret de la prospérité financière se cachait dans l'histoire toute simple d'une unique chèvre? Ah, c'est d'une question qui va complètement à contre-courant. Oui, et si les principes les plus puissants pour bâtir un patrimoine n'étaient pas cachés dans des manuels hyper complexes, mais dans une sagesse ancestrale accessible à tous? Bah oui, parce qu'on nous vend des algorithmes, de la complexité, des stratégies opaques, et là on nous propose de revenir à la terre, à une chèvre. C'est un postulat de départ assez radical. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on se plonge dans des extraits d'un livre qui a eu un impact considérable en Afrique francophone et même au-delà. La chèvre de ma mère, de Ricardo Kanyama. D'accord. Notre mission, c'est un peu d'explorer comment une histoire personnelle, presque un conte, issu de la tradition africaine, révèle en fait des principes universels sur la création de richesses. On va décortiquer ensemble cette métaphore pour voir si elle tient la route face à nos défis financiers modernes. J'aime beaucoup l'idée. Loin des abstractions de Wall Street, on revient à quelque chose de tangible, de viscéral même. Un principe qu'on peut littéralement voir et toucher. Alors voyons si cette sagesse a survécu à l'épreuve du temps. Alors, allons-y. L'histoire centrale est à la fois tragique et inspirante. À la mort de son père, Ricardo Kanyama n'a que 6 ans. Très jeune. Selon la coutume de son village, les biens du défunt ne vont pas à sa veuve et ses enfants, mais au clan. Sa mère est donc dépossédée de tout. Waouh. Et pour seule fortune, pour élever ses 5 enfants, on lui donne une seule et unique chèvre. On parle donc d'un capital de départ quasi nul. Une seule chèvre. Une seule. Pour 5 bouches à nourrir. La pression est maximale. C'est là que le drame humain se joue. Les enfants ont faim. Ils ont l'habitude de manger de la viande et ils voient cette chèvre comme un repas. Évidemment. Ils supplient leur mère de la tuer. Mais elle refuse, catégoriquement. Elle leur explique en larmes que sacrifier cette chèvre, c'est sacrifier leur avenir. Pour graver cette idée dans leur esprit, elle nomme la chèvre Moussoluni, Ce qui signifie. source de la vie. Et c'est là qu'on touche au cœur du paradoxe. La décision qui semble la plus aimante à court terme, soulager la faim de ses enfants, aurait été la plus destructrice à long terme. C'est un arbitrage absolument fondamental. Oui, La mère de Kanyama ne voit pas une chèvre, un simple bien de consommation. Elle voit un troupeau en puissance, elle voit l'avenir. C'est le point de départ de toute création de richesse. La capacité à voir le potentiel futur d'un actif et pas seulement sa valeur d'usage immédiate. et le livre met ce principe en lumière de façon magistrale en présentant 3 destins comme une véritable parabole. D'abord celui de la mère. D'accord? Elle protège sa chèvre, la nourrit. Moussulioni finit par avoir des chevreaux, puis des jumeaux, des triplés. D'une seule chèvre naît un grand troupeau qui va payer les études, la nourriture, bref, assurer la prospérité de la famille. Le capital initial a été protégé, il s'est reproduit. C'est le principe de base de l'investissement. Le sacrifice à court terme a généré des dividendes exponentiels à long terme. Exactement. Et en parallèle, on a le deuxième destin, celui de la coépouse du père, la belle-mère de l'auteur. Ah oui, Elle se retrouve dans la même situation, avec une seule chèvre. Mais elle, face aux pleurs de ses enfants, elle cède. Elle tue la chèvre pour un repas. elle choisit la gratification immédiate. Elle consomme son capital. Une fois la chèvre mangée, il n'y a plus de source de vie, plus de potentiel de croissance. Le soulagement d'un soir a coûté l'avenir de toute la famille. C'est une décision qui les ancre dans la pauvreté. Et le troisième destin est peut-être le plus parlant. Oui, Celui des cousins, les héritiers légitimes. Eux, ils reçoivent les grands troupeaux du père. Une richesse immense, mais une richesse qu'ils n'ont pas construite. c'est le point clé. Et que font-ils? En très peu de temps, ils exterminent les troupeaux pour organiser des fêtes, satisfaire leurs désirs immédiats. Ils finissent plus pauvres qu'avant, quoi. On a là 3 archétypes financiers incroyablement clairs. La mère, c'est la créatrice de richesse, celle qui comprend la valeur du sacrifice et de l'investissement. La belle-mère, c'est la consommatrice à court terme, celle qui vit au jour, incapable de bâtir. Et les cousins? Et ce sont les dilapidateurs de capital, ceux qui héritent ou gagnent une somme importante mais n'ont pas la discipline ou la mentalité pour la gérer. Le livre nous dit que, qu'on le veuille ou non, notre comportement financier nous place forcément dans l'une de ces 3 catégories. C'est une image puissante. Mais alors, comment est-ce que l'auteur lui-même a fait le pont entre cette histoire de son enfance et sa propre vie d'adulte, dans un monde moderne? C'est là que l'analogie devient un outil vraiment pratique. Des années plus tard, Kanyama est diplômé en philosophie. D'accord. Il vit dans une grande précarité avec un salaire de $15 par mois.
Il est bloqué, frustré, il attend un financement qui n'arrive jamais. Une situation que beaucoup de gens connaissent. Le diplôme ne garantit plus la sécurité et le sentiment d'impuissance est terrible. Et c'est dans cette impasse qu'il a son moment Eureka. Il repense à l'histoire de sa mère et se renseigne. À l'époque, une chèvre coûtait environ 50 $. D'accord. Et là, c'est le déclic. Il comprend que chaque billet de 50 $ qu'il pourrait avoir entre les mains est l'équivalent moderne de la chèvre de sa mère. Ah oui, je vois. Donc, chaque fois qu'il dépense 50 $ pour un plaisir immédiat, un vêtement, une sortie, un restaurant, Il tue une chèvre. il est littéralement en train de tuer une chèvre. L'impact psychologique de cette prise de conscience doit être énorme. Ça transforme la nature même de l'argent. Ce n'est plus un simple moyen de transaction, une abstraction pour acheter des choses. Ça devient un capital potentiel, une chèvre vivante et tangible dans sa poche. C'est ça. Chaque dollar économisé n'est plus vu comme une privation, mais comme l'acte de nourrir sa future prospérité. La perspective change complètement. On ne se dit plus « je n'ai que 15 $ par mois », mais « comment puis-je accumuler et protéger ma première chèvre de 50 $. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est fixé cet objectif. Il raconte dans le livre les sacrifices que ça a impliqué, ça a pris des mois, mais il a finalement réussi à réunir son premier capital chèvre. Et c'est le point de départ. C'est le point de départ de son parcours qui, selon lui, l'a mené à devenir millionnaire en 7 ans. C'est un parcours inspirant. Bien sûr, il faut souligner que cette méthode est un point de départ. La discipline est la clé. Mais ce qui est puissant, c'est que ça rend la première étape de la création de richesse psychologiquement accessible. Il ne s'agit pas de trouver 10 000 € pour se lancer en bourse. Il s'agit de protéger sa première chèvre, même si elle ne vaut que 50 ou 100 €. C'est un premier pas concret et à la portée de tous. Alors, on comprend le principe de base, protéger sa chèvre. Mais Kanyama ne s'arrête pas là. Il en tire un modèle, une sorte de carte pour se situer financièrement. Il appelle ça les escaliers vers la richesse. Oui, et c'est un outil de diagnostic d'une simplicité redoutable. Le premier niveau, le plus bas, est celui des pauvres chroniques. La formule mathématique est simple, revenu inférieur aux dépenses. Le rouge absolu. C'est la zone de l'endettement, des crédits à la consommation. On vit en permanence au-dessus de ses moyens. Le deuxième escalier, c'est ceux qui arrivent à l'équilibre. Exactement, les pauvres équilibrés. Ici, revenu égale dépenses. C'est mieux, il n'y a plus de dette, mais toute la production est immédiatement consommée. Il n'y a aucune marge de sécurité. Ah oui, Le moindre imprévu, une panne de voiture, une maladie, et on bascule de nouveau au premier niveau. C'est une stabilité de funambule. beaucoup de gens s'arrêtent là en pensant avoir atteint une forme de sagesse financière. Absolument. Et le troisième niveau semble encore meilleur, c'est celui des pauvres moyens. La formule devient revenu égale dépenses plus économie pour un objectif de consommation. Ok, là on épargne. Là, l'épargne existe. On met de l'argent de côté. Sauf que, Sauf que cet argent a déjà une date d'exécution. précisément, on épargne pour des vacances, une nouvelle voiture, un téléphone plus récent. On engraisse la chèvre, mais avec la ferme intention de la tuer pour un festin futur. C'est une étape cruciale. Beaucoup de gens pensent être de bons gestionnaires à ce niveau, mais en fait, ils restent dans un cycle de consommation. Et donc, le quatrième et dernier niveau, celui des riches. Quelle est la différence? La formule change très subtilement, mais ça change tout. Revenu égale dépenses plus économie pour investissement. Pour investissement. Oui. Ici, l'épargne n'a plus pour but d'être consommée. Son unique objectif est de construire un capital qu'il a travaillé pour générer plus de richesse. C'est l'argent qui doit faire des petits. La différence fondamentale entre le niveau 3 et 4, ce n'est pas le montant épargné, c'est l'intention. C'est l'intention. C'est la réponse à la question « j'épargne pour quoi faire ?» Dépenser plus tard ou construire. C'est ce qui sépare la stabilité précaire de la véritable création de patrimoine. C'est une distinction fondamentale. Épargner pour dépenser ou épargner pour investir. Ce qui nous amène au cœur du réacteur, l'investissement. Protéger sa chèvre, c'est la première étape. Mais pour que le troupeau grandisse, il faut que les chèvres se multiplient. Et pour ça, Kanyama introduit un autre concept clé tout aussi imagé, la distinction entre la chèvre et le bouc. C'est sa façon de parler d'actifs et de passifs, mais en beaucoup plus percutant que le jargon comptable. Alors, dans ce contexte, la chèvre, c'est ce qui nous enrichit. Exactement. La chèvre représente un actif. C'est une transaction qui conserve ou augmente la richesse. Dans le livre, c'est la partie du revenu, il recommande au moins 10%, qui doit être systématiquement mise de côté pour l'investissement.
C'est la semence qu'on garde pour la prochaine saison. C'est la chèvre femelle qu'on protège pour qu'elle se reproduise. Et donc, logiquement, le bouc, c'est ce qui nous appauvrit. C'est le passif, la transaction qui diminue la richesse. Le bouc tue le capital. Il explique que nos ancêtres, pour leurs besoins, tuaient les boucs mais protégeaient farouchement les chèvres. Logique. Et il donne un exemple qui fait grincer des dents pour illustrer le bouc moderne par excellence, la voiture personnelle. Ah, la voiture. Ça, c'est le point qui fait mal. On est tellement conditionné à la voir comme un signe de réussite, une étape obligée. Et Kanyama la présente comme le bouc ultime. Non seulement son achat tue un capital important qui aurait pu être investi, Mais en plus, elle continue de dévorer les finances chaque mois. exactement. C'est un passif qui se fait passer pour un actif. Carburant, assurance, réparation, dépréciation, elle devient une source de dépenses permanentes qui mange les futures chèvres que l'on pourrait acquérir. C'est un renversement de perspective radicale. C'est vrai que cet exemple de la voiture est secouant, mais au-delà de nos propres tentations de consommation, de nos boucs personnels, le livre aborde une autre forme de pression, une pression plus externe. Absolument. Et c'est un point crucial et souvent négligé dans les manuels de finances occidentaux. Il décrit très bien comment, dans certaines cultures, celui qui commence à réussir financièrement est censé devenir le filet de sécurité de toute sa famille élargie, de son clan. Ah oui, La pression pour partager la chèvre avant même qu'elle n'ait eu le temps de se reproduire est immense. On vous demande de tuer votre unique source de vie pour nourrir les autres, ce qui, au final, n'aide personne à long terme. C'est un défi social qui s'ajoute au défi personnel de la discipline. et c'est fascinant parce que, même si la forme est différente, on retrouve cette pression partout. En Occident, la pression sociale n'est peut-être pas de donner directement son argent à son cousin, mais c'est la pression de suivre le rythme, Tout à fait. d'afficher sa réussite avec la belle voiture, justement, avec les vacances coûteuses, la maison plus grande. N'est-ce pas finalement le même combat contre des boucs sociaux? C'est une excellente analogie. Le clan moderne, c'est la société de consommation. Et ce clan exige son tribut. Il exige que vous convertissiez vos chèvres en signes extérieurs de richesse, en boucs. Le résultat est le même. Votre capital est consommé pour satisfaire une norme sociale au lieu d'être investi pour construire votre indépendance. C'est vrai. Que la pression vienne de la famille ou de la publicité sur Instagram, le mécanisme de destruction de capital est identique. Le livre, en partant d'un contexte africain, met en lumière un phénomène universel. Alors, au terme de cette analyse, que doit-on retenir si on devait distiller la leçon fondamentale de la chèvre de ma mère? Je dirais que la prospérité financière ne dépend pas tant de formules complexes ou de revenus stratosphériques, mais d'un changement de mentalité simple et puissant. Une mentalité. Oui, il s'agit de cesser de voir son revenu comme une somme à dépenser et de commencer à le voir comme un ensemble de chèvres potentielles. Des chèvres qu'il faut trier, protéger, nourrir et faire fructifier. C'est une transition fondamentale. Passer d'une mentalité de consommateur à une mentalité d'éleveur, de cultivateur de son propre avenir. Ce qui est frappant, c'est cette capacité à reconnecter la finance, qui peut paraître froide, abstraite, intimidante, à une sagesse ancestrale, tangible, pleine de bon sens. Oui, gérer son argent devient moins une question de tableur Excel et plus une question de discipline, de vision à long terme et de maîtrise de soi. Tout à fait. Il remplace le jargon financier par des images fortes. Les escaliers, la chèvre, le bouc. Ça rend les principes universels de la finance personnelle accessibles et surtout mémorables pour tout le monde, quel que soit son niveau d'éducation. On se souvient plus facilement de ne pas tuer sa chèvre que du respect d'un ratio d'épargne de 15% pour des objectifs d'investissement à long terme. L'histoire ancre le principe dans notre esprit. Pour finir, laissons une pensée à méditer. En s'inspirant de cette lecture, on pourrait se dire que la question fondamentale n'est peut-être pas de savoir comment obtenir plus de chèvres, comment gagner plus d'argent, mais plutôt d'identifier celles que l'on possède déjà, même les plus petites, et de se poser la seule question qui vaille. Est-on en train de les élever pour créer un troupeau